La communication suivante est la table ronde qui a eu lieu sur l'intérêt du petit vue des mobilités dans les reconstructions prothétiques de la Manche. C'est Philippe Envac qui rapporte la table ronde du dernier congrès de la SOFCOL. Monsieur le Président, mes chers collègues, merci de cette invitation. Cette table ronde sur les mobilités, en fait, l'historique est que Philippe Ernoutou m'avait demandé de diriger cette table ronde, connaissant sachant que j'étais assez modéré dans les indications pour voilà, donc, cette table ronde qui était un sujet un peu polémique m'a été confiée. Donc j'ai réuni des spécialistes du sujet. Donc, vous avez ici la liste pour parler des différents aspects de ces cotiles double mobilité. Donc Eric Van den Bussche, Christophe Hullet, Georges Macheras, Rémi Philippot, Philippe Adam, Olivier Nguyen, Jacques Caton, Moussa Amadouche. Donc, je vais vous faire un résumé des différentes présentations sur ce sujet. Alors l'historique, le concept en fait a déjà été décrit en 69 par Ken Jensen. Il décrivait déjà la prothèse intermédiaire, le double mobilité. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de suite notable parce que les matériaux n'étaient pas satisfaisants et notamment le pèlerin qui a été remplacé par le polyéthylène était le point faible de cette prothèse. En fait, le grand développement de ce petit double mobilité est dû à l'équipe stéphanoise avec Bousquet, donc, qui ont développé ce cotyle en associant deux grands principes de l'arthroplastie. D'une part, la low friction pour diminuer l'usure qui avait été prônée par Charnay et retenir quand même le concept de Mackie-Farrar avec une grosse tête pour la stabilité, diminuer le risque de luxation. Donc cette prothèse a été développée, a fait l'objet d'un brevet en 78 qui est tombé en 98 dans le domaine public et là la plupart des fabricants ont utilisé ce concept, il est largement utilisé, il a commencé à être diffusé aux USA en 2009 et je pense qu'il est amené à avoir un grand développement aux États-Unis où la luxation reste un problème, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les chirurgiens orthopédistes, la plupart font moins d'une prothèse de hanche par mois et leur grand souci n'est pas l'usure à 20 ans, mais plutôt la luxation dans les suites immédiates et les procès qui en découlent. Alors le rationnel, c'est qu'on a deux articulations, donc une petite rétentile et une grosse articulation non rétentive qui augmente l'amplitude de mobilité de l'articulation, donc avant d'arriver à un contact entre le col et la prothèse, et donc qui diminue le risque de luxation. Et ce type de prothèse permet une amplitude supérieure même aux prothèses avec des têtes de grand diamètre. Alors la première prothèse donc de l'équipe stéphanoise, c'était une prothèse qui était donc impactée mais sans presse-fit. Il y avait une absence de traitement de surface et puis il y avait de l'alumine qui était projeté sur de l'inox. Et donc il y avait des échecs par... il y avait notamment dans la série de Leclerc, là, on voyait synchronisation de la cupule qui était notamment due au fait que l'alumine sur l'inox n'avait pas une tenue satisfaisante. Donc bien sûr, la plupart des fabricants ont fait évoluer cette prothèse. Donc actuellement, ce type de prothèse moderne, donc s'il y a une tenue primaire par impaction avec un press-fit, donc la prothèse est légèrement plus grosse que le diamètre du fraisage pour avoir une stabilité primaire après l'avoir impacté. On a souvent un effet de surface avec des stries qui permettent un blocage, et notamment en bascule et en rotation. Et puis sur cette prothèse, on va avoir une fixation secondaire par repousse osseuse grâce à un traitement de surface. Il y a soit un microbillage, des treillis de macrostructure ou de l'hydroxyapatite. Vous avez là des exemples. Le dessin, donc, il y a eu plusieurs types qui peuvent être hémisphériques, cylindrosphériques pour
augmenter la congruence, elles peuvent être échancrées pour éviter les conflits avec le psoas, mais globalement, le principe reste le même. Alors après, donc, ces cotyles sont des cotyles impactés. Il est clair que ces prothèses double mobilité peuvent être intéressantes dans des hanches compliquées, dans des reprises de prothèses de hanches, et parfois, il n'est pas possible de les poser sans ciment. Et donc, la question s'est posée de savoir si ces cotyles double mobilité pouvaient être utilisés avec une fixation cimentée. On sait que les cotyles metal-back, il y a eu des expériences malheureuses. Il y a la McKee-Farrar, Harris, Augereau qui ont rapporté donc, des échecs de ces cotyles metal-back cimentés. Et donc, la plupart des fabricants étaient assez frileux pour proposer un cotyle de ce type cimenté, donc avec une pièce métallique cimentée. Il y a donc ici, par exemple, la prothèse d'Aston, qui donc, a proposé certes un cotyle métallique, mais avec un revêtement, un effet de surface qui était proche en fait, des cotyles polyéthylène cimentés, type Charney Kerboul, et donc qu'on peut donc cimenter avec ou sans renfort acétabulaire. Et donc là maintenant on a beaucoup de papiers dans la littérature qui montrent que, alors on n'a pas des reculs encore extraordinaires, mais par exemple la série de Cochin qui est en bas, là on a plus de 4 ans de recul et on a très peu d'échecs de ces cotyles cimentés. Donc c'est une option intéressante, notamment pour les reprises de prothèses totales de hanche. Alors un des problèmes, certains chirurgiens disent on peut utiliser ce cotyle double mobilité pour toutes les prothèses, d'autres disent mais non, il y a un risque d'usure. Bon, et là, actuellement, quand on met une prothèse de ce type sur le marché, on va faire des mesures d'usure et en fait, rapidement, on peut avoir une idée de cette usure à long terme, parce qu'à partir en fait, de la 2e année, cette usure est linéaire. Au début, vous avez le fluage, la déformation du polyéthylène, et après, on a une usure linéaire, et donc on peut projeter cette usure sur 10 ou 20 ans. Malheureusement, pour ces cotyles double mobilité, les mesures habituelles sont difficilement utilisables. Alors on peut utiliser les courbes de survie. Malheureusement, il faut attendre 10 ans, 20 ans avant d'avoir des reculs intéressants. Alors les cotyles double mobilité de première génération, on voit les survies à 10 ans, donc qui sont honorables. Les cotyles plus récents, donc on a des survies à 5 ans et 10 ans qui semblent intéressants, mais il serait certainement judicieux pour tous ces dispositifs d'avoir des mesures de l'usure. Donc les mesures bidimensionnelles qu'on utilise actuellement ne sont pas utilisables puisque le cotyle est opaque, du fait qu'il y ait un metal back. Alors il y a Van den Busch qui a proposé une mesure qui se fait à l'aide de scanners avec digitalisation des points et mappage 3D avec coïncidence des centres. Donc c'est une mesure très intéressante. Malheureusement, il faut faire des scanners, donc répétés pour ces patients. Donc il y a quand même des difficultés, notamment pour faire passer vis-à-vis pour faire cette étude. Voilà, il y aura probablement des obstacles réglementaires. La mesure RSA, donc là qui a été montrée avec Christophe Hullet, donc là il semblerait qu'on puisse, avec cette mesure donc, qui se fait avec des radiographies prises à 45 degrés d'angulation, deux radiographies simultanées à 45 degrés d'angulation avec des repères sur ces radiographies, permet de mesurer l'usure sur ces cotyles double mobilité. Donc c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais on fait des radiographies et pas des scanners à ces patients. Et donc là, pareil, on peut faire des mesures. Et donc là, dans cette table ronde, il nous a rapporté donc, la comparaison de deux cotyles metal back avec des taux d'usure qui sont faibles, hein, puisqu'on a 0,05 mm d'usure par an, ce qui est en dessous des 0,1 mm, à partir de laquelle on a des ostéolyses. Alors on a fait aussi des mesures in vitro de ces implants, et notamment ici c'est
donc des résultats qui ont été faits sur les polyéthylènes hautement réticulés dopés à la vitamine E. Donc ça, c'est un travail qui a été rapporté par Moussa Amadouche, où on a montré qu'il y avait une diminution de l'usure sur ces polyéthylènes hautement réticulés, donc sur des machines de laboratoire. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà donc les résultats avec la différence très nette sur les polyéthylènes hautement réticulés dopés à la vitamine E qui permettent de garder leur qualité mécanique. Ça, c'est une mesure RSA comparant des cotyles avec un polyéthylène dopé à la vitamine E hautement réticulé des polyéthylènes traditionnels. Donc il y a une petite différence, mais qui n'est pas significative à 3 ans. Alors pour mesurer l'usure aussi, on peut faire des études des explants. Donc ça, pareil, on a montré qu'on était en dessous des 0,1 mm, même sur des cotyles plus anciens. Alors sur ces cotyles double mobilité, les détracteurs disaient c'est intéressant, mais on a quand même des luxations, et ce sont les luxations intraprothétiques. Alors il est vrai que sur les cotyles de première génération, on avait 6,7% de luxation intraprothétique. Sur les cotyles modernes, ce type de luxation est en dessous des 1%. Donc c'est en fait la luxation entre le polyéthylène et la tête fémorale. Et donc dans ce cas-là, le polyéthylène est extru et la tête vient frotter contre le métal bac avec donc une métallose qui survient rapidement. Donc là, on voit que certes dans les anciennes générations, on avait un taux de luxation important. Il est beaucoup plus faible dans les cotyles de première génération. Alors les causes qui ont été avancées, donc c'est l'usure de la petite articulation et une perte de la rétentivité à ce niveau, ou alors un blocage de la grande articulation, soit par des ossifications ou une fibrose. Les facteurs de risque identifiés, c'est un col fémoral de gros diamètre agressif, donc on utilise actuellement des cols fémoraux de petit diamètre et avec un aspect polybrillant. Le cône morse non recouvert qui venait en contact avec le polyéthylène, un petit rapport diamètre col-tête, tête fémorale rayée, le dessin des matériaux de la cupule et la fibrose et les ossifications périprothétiques. Après, donc, plusieurs orateurs ont parlé des indications pour ces cotyles double mobilité. Alors, dans les reprises de prothèse totale de hanche, on sait qu'il y a des facteurs d'instabilité dans ces reprises, l'insuffisance musculaire chez les patients qui ont été opérés de nombreuses fois, la pseudarthrose ou malposition du grand trochanter, un nombre important d'interventions, des synovectomies élargies, des inégalités de longueur, défaut de positionnement des implants et une reconstruction osseuse importante. Et donc ces taux de luxation dans les reprises de prothèses vont de 6 à 30%. Donc c'est probablement une bonne indication. Alors ces cotyles double mobilité peuvent être impactés, ils peuvent être impactés avec des pâtes et des greffes, on peut les mettre dans un fond de cotyle et les sceller comme ici, même des grandes reconstructions avec ces reconstructions type Triflange Cup avec ces cotyles scellés dedans. Là on a par exemple une série sur 91 RPTH qui montrait donc uniquement 3 luxations post-opératoires, donc un taux d'échec très faible dans ces reprises de prothèses. Et donc là, on a dans les décellements prothétiques, donc repris par prothèse, on a ici maintenant plusieurs séries qui montrent que le taux de luxation est faible et inférieur probablement à des reprises avec des cotyles standards. Donc ça aussi, c'est dans cette étude, on a montré qu'on avait une nette diminution du risque de luxation quand on utilisait des cotyles double mobilité versus des cotyles standards polyéthylène. Une très bonne indication probablement, c'est l'échec de prothèse pour luxation récidivante. Donc là, c'est une indication très intéressante, a fortiori quand il n'y a pas de facteurs favorisants très nets, type malposition des implants qu'on peut corriger. Et là, on a, pareil, dans la littérature, comme vous pouvez le voir ici, donc
un intérêt notable de l'utilisation de ces cotilles double mobilité dans les luxations récidivantes, avec un taux de luxation, vous voyez, dans les deux dernières séries, qui est de 0,5% et aucune luxation dans l'autre série. Et ça, on peut le comparer au croissant anti-luxation, à d'autres, aux cotiles rétentifs, voilà, où il y a un taux de luxation qui est un peu plus important. Les reprises pour prothèse totale de hanche pour infection, là aussi le taux de luxation est souvent très important. Et donc là aussi on a dans des séries, voilà, les deux dernières qui sont rapportées, un taux de luxation qui est beaucoup plus faible que quand on utilise des cotiles standards. C'est la fin. Alors, après les prothèses totales de hanche sur fracture du col du fémur. Classiquement, il est recommandé d'utiliser des hémiarthroplasties, notamment chez les patients très âgés, où on a montré qu'on diminuait le risque de luxation par rapport aux prothèses totales avec des cotiles standards. On voit ici 7,3, 3,8 pour les hémiarthroplasties. Il est clair que pour les patients qui sont plus jeunes, on a un risque de dégradation fonctionnelle et un résultat fonctionnel qui est moins intéressant quand on réalise des hémiarthroplasties. Donc il est préférable de faire des prothèses totales de hanche. Et là, le cotyle double mobilité montre un intérêt avec diminution du risque de luxation dans ce cas de figure particulier. Après, donc, un autre orateur a parlé des indications à haut risque de luxation. La hanche neurologique est bien sûr un facteur de luxation, c'est connu. Alors par exemple pour les IMC, on voit qu'il y a des séries qui rapportent, alors c'est jamais des séries très importantes, ça va de 19 à 60 patients, où là on a un taux de luxation qui peut aller jusqu'à 15%. Et là, donc, il y a un papier dans la littérature qui, dans ses indications chez les IMC, montre un taux de luxation qui est de 0, mais pareil sur les petites séries, 10 patients. Donc, les indications qui semblent intéressantes, c'est les prothèses sur séquelles de polio, Parkinson, les séquelles d'AVC et les troubles cognitifs. Là, donc, on a... Ça, c'est une série de Guyenne qui rapportait donc un taux de luxation très faible dans ces indications à haut risque de luxation. Alors, chez les patients de plus de 70 ans, c'est aussi isolé comme un facteur de risque, probablement par faiblesse musculaire, parfois des troubles cognitifs. Ce risque accru de luxation peut aller jusqu'à 9%. Et là, donc, pareil, quand on voit dans la littérature, par exemple la série d'Épinette, qui est prospective multicentrique, sur 325 patients, on avait 0 luxation à un recul de plus de 3 ans. Donc, pareil, une indication certainement très intéressante. Les prothèses totales de hanche et obésité, donc ça, pareil, c'est un facteur de risque qui est reconnu. Donc, Philippe Hermigou a rapporté ce risque, et notamment on sait que même après chirurgie bariatrique, ce risque ne diminue pas, voire augmente dans certaines séries. Et là, on a montré que l'utilisation des doubles mobilités ou des cotiles contraints diminuait largement ce risque de luxation chez ces patients obèses. Après, il y a eu une dernière communication, donc c'était le cotyle double mobilité, peut-il être utilisé pour toutes les PTH? Donc ça, certains chirurgiens le pensent. Alors ça, il est clair que le double mobilité a fait la preuve de son efficacité pour diminuer le risque de luxation. Après, il est quand même intéressant de savoir si on peut proposer à des patients qui sont de plus en plus jeunes une prothèse qui va durer plus de 20 ans. Donc là, c'est Jacques Caton qui a rapporté donc 2 séries, des patients de plus de 55 ans, il y avait 444 patients, et des patients de moins de 55 ans, 119 patients. Et là, on avait des survies à 15 ans et 14 ans qui étaient intéressantes, donc avec des cotiles double mobilité modernes. On voit ici les courbes de survie.
Alors, quand on compare dans la littérature par rapport, par exemple, à la série historique de Kerboul, là où on est à 10 ans, on était à 96% de survie. On sait qu'à 20 ans, c'est 85%. On est probablement à 10 ans avec des survies similaires. Après, il faudra avoir des reculs qui seront à 20 ans et voire 25 ans, parce que là, on sait que les échecs de ces prothèses augmentent largement après 20 ans. Donc, en conclusion, pour ces petites doubles mobilités, il reste une incertitude sur l'usure. On a des difficultés à réaliser une mesure fiable de l'usure in vivo. Donc, les survies à 10 ans sont intéressantes, mais il faudra attendre plus de 20 ans. Le problème de la luxation intraprothétique semble résolu avec les nouveaux cotiles. On voit que la fixation peut se faire avec et sans ciment, ce qui permet de l'utiliser dans les reprises. En ce qui concerne la tribologie in vitro, le chrome cobalt semble supérieur, mais ça n'a jamais été démontré en clinique. Les polyéthylènes hautement réticulés vont probablement être intéressants quand ils seront utilisés dans ces cotiles. Alors, on peut retenir des indications qui sont peu discutables. Les fractures du col du fémur, quand on veut mettre une prothèse totale de hanche, il faut certainement mettre un double mobilité. Les reprises de prothèse totale de hanche pour instabilité, les hanches neurologiques, les désarthrodèses et les résections tumorales. Les indications à discuter sont les reprises de prothèses pour autre cause qu'instabilité, c'est à discuter en fonction de l'âge et d'autres facteurs, les antécédents de chirurgie conservatrice, les patients de plus de 70 ans, les patients qui ont une arthrodèse lombaire, et est-ce qu'on peut l'utiliser dans toutes les PTH? En l'état actuel des choses, probablement pas. Donc il faut discuter dans ces indications la voie d'abord. Si on utilise une voie postérieure, c'est un facteur favorisant, ça insiste peut-être à mettre plutôt un double mobilité, l'état musculaire du patient, son âge et la sommation de facteurs d'instabilité, l'offset, les antécédents de chirurgie, l'obésité. Je vous remercie. Le commentateur est Jean-Pierre Courtier. Bonjour. Merci à Philippe Enrac d'avoir fait ce beau tableau complet de la prothèse de hanche à double mobilité. Alors vous avez bien compris que son intérêt essentiel, voire unique, son intérêt essentiel, voire unique, c'est évidemment d'être une prothèse peu luxante. Vous savez tous que la hanche, anatomiquement, c'est une articulation très stable à cause de la coaptation entre la tête du fémur et le cotyle, et surtout à cause d'une capsule articulaire très solide, qui joint le cotyle bien sûr au col fémoral, donc qui enveloppe le total sans espace mort, et c'est très dur à luxer, il faut des traumatismes à très haute énergie, voilà. Ça quand on fait une prothèse de hanche, on fait un trou dans la capsule, forcément, plus ou moins grand, on répare plus ou moins bien, de toute façon on altère complètement le système, c'est-à-dire qu'on n'a plus une capsule avec la même proprioceptivité, certainement, et puis on crée des espaces morts autour du col de la prothèse, etc. Et ça explique que la prothèse de hanche a toujours été ennuyée par cette complication très très embêtante qui est la luxation. On est arrivé avec une technique chirurgicale de bonne qualité, avec des prothèses bien dessinées, à des chiffres qui en moyenne c'est 2-3% de luxation après une première prothèse, et 10-15% de luxation après une reprise. Alors évidemment, c'est des chiffres qui sont toujours très gênants, et l'intérêt de la double mobilité, c'est d'avoir baissé, on voit, ces chiffres. Sans faire disparaître les luxations quand même. Il faut bien voir que c'est pas, comme toujours d'ailleurs, on n'a jamais une solution miraculeuse, mais c'est beaucoup mieux. Le problème qui se pose, c'est est-ce que cette prothèse de double mobilité, comme tu l'as bien dit, va avoir un avenir d'aussi bonne qualité que les prothèses qu'on va appeler plus conventionnelles, où actuellement on a des reculs d'une trentaine d'années avec des prothèses qui tiennent quand même assez bien la route. Bon, la double mobilité, on a ce problème d'usure qu'on n'est pas capable encore aujourd'hui de bien apprécier, et donc il est dur de se projeter dans l'avenir. Pour le moment, on sait qu'à 10 ans c'est bien, on peut dire ça, voilà, à 10 ans c'est bien. Mais la prothèse de hanche, on a fait chez des gens de plus en plus jeunes, qui deviennent de plus en plus vieux, donc c'est même pas 20 ans, c'est 30 ans qu'il nous faut pour mettre une prothèse de hanche. Bon. Pour avoir 30 ans, pour le moment, on ne sait pas si c'est possible, avec la double mobilité, on peut l'espérer,
les études d'usure vont peut-être s'améliorer. Voilà. Je n'ai pas tellement de questions à poser, mais une quand même. Tu as dit que tu avais commencé ce symposium en étant plutôt sur le versant recul de la double mobilité. Alors, est-ce que tous ces travaux et ces études t'ont fait changer d'avis? C'est ça la question. Non, non, alors, moi j'avais un avis assez modéré. Je pense qu'il y a des indications pour utiliser ces coquilles de double mobilité. Donc, c'est les indications que j'ai exposées qui correspondaient un peu à notre pratique. Probablement chez les obèses, on n'en mettait pas assez, et c'est vrai qu'on a eu des patients obèses, et en fait, ces patients obèses ont un effet canne avec les parties molles. Donc c'est leurs parties molles qui vont décoapter la prothèse, et donc ça c'est une indication qu'on ne connaissait pas très bien. Après, pour les autres indications, pareil, on a élargi nos indications de prothèse totale de hanche dans les fractures de colle. Parce que les fractures de colle, il y a une période où on avait élargi nos indications de prothèse avec des cotiles traditionnelles, mais là on avait eu un taux d'échec, de luxation qui n'était pas acceptable, donc on était revenu à ces prothèses intermédiaires, et là donc on élargit à nouveau les indications de prothèse totale de hanche chez les patients qui sont en bon état général avec une espérance de vie bien sûr. La question, est-ce qu'à 40 ans, une négrose de la hanche qui a besoin d'une prothèse, est-ce qu'il faut mettre une mobilité? Alors voilà, là-dessus, je n'ai pas changé d'avis. Moi, j'utilise du polyéthylène hautement réticulé, dopé à la vitamine E. Enfin, là, disons, en fait, la dualité actuelle, c'est que le coquille double mobilité est plus fiable, on n'a pas de luxation, mais à côté, les prothèses conventionnelles ont fait des progrès énormes. On a d'une part les céramiques, avec des durées de vie très importantes, espérées, et puis ces cotyles, ces polyéthylènes hautement réticulés, dont l'usure à 10 ans est 10 fois moins importante que ce qu'on avait avant. Donc on va avoir des prothèses qui, très probablement, vont avoir des survies qui vont être de 30 ans dans un pourcentage important de cas. Donc, est-ce que les doubles mobilités vont suivre, vont avoir le même type de survie? C'est pas certain, sauf si dans ces doubles mobilités, on peut utiliser des polyéthylènes hautement réticulés. Donc là, dans les hautement réticulés, donc ces polyéthylènes hautement réticulés, donc quand on les irradie, qu'on augmente la réticulation, on dégrade quand même leurs propriétés mécaniques avec des risques de fracture, et donc les ingénieurs, les chirurgiens étaient peu enthousiastes pour utiliser ces polyéthylènes hautement réticulés dans les doubles mobilités du fait de ce risque mécanique. Donc là, plus récemment, donc on utilise des polyéthylènes hautement réticulés dopés à la vitamine E. Donc il n'y a pas besoin de faire un traitement thermique pour diminuer les radicaux libres. Et donc là, on voit que ces polyéthylènes hautement réticulés dopés à la vitamine E ont des qualités mécaniques quasiment équivalentes aux polyéthylènes standards. Et donc là, vous voyez, il y a d'une part des études in vitro et d'autre part des études in vivo qui montrent que c'est intéressant, qu'on n'a pas de problème, donc on va peut-être avoir des survies intéressantes avec ces coquilles double mobilité. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Question toute simple, est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser une double mobilité en première intention si tu fais le vent antérieur? Alors, moi je pense que chez les patients jeunes, en l'état actuel de nos connaissances, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Voilà, après, chez les patients âgés, pourquoi pas, à risque, on peut associer ces deux préventions. J'ai une question. Dan Berry a montré que sur les grandes séries américaines, le risque majeur de reprise à très long terme, c'est la luxation. C'est un peu étonnant. Alors on peut imaginer que quelle est la cause de ça? C'est plutôt des problèmes biologiques, c'est un peu ce qu'a dit Jean-Pierre Fournier tout à l'heure, c'est plus des problèmes biologiques que des problèmes mécaniques. Et dans cette optique-là, il n'est pas impossible que la double mobilité en fait représente un risque puisqu'on va avoir un peu plus d'usure de polyéthylène. Alors c'est ça ma question. Est-ce que tu as peur de ça ou pas? Alors là, dans les luxations à distance, c'est quand même souvent des problèmes d'usure. Hein. Le polyéthylène les polyéthylènes se déforment et on a un cotyle qui est moins stable. Après, on a chez les patients qui vieillissent probablement
un état musculaire moins satisfaisant, et puis après on a des granulomes autour. Voilà, On l'a pas avec la céramique. on n'a pas des reculs aussi importants. 30 ans. Après, je pense avec la céramique, il n'y a pas de granulomes au polyéthylène. Avec les polyéthylènes hautement réticulés, on n'aura pas ces granulomes. Mais la céramique, il n'y a pas d'usure, donc le cotil ne se déforme pas. C'est mieux que ça. On a une néocapsule avec la céramique à 30 ans qui explique vraisemblablement qu'il n'y a pas de luxation pour voir l'article du clinical orthopédique de cette année. Ouais. Avec Pito. Voilà, c'est une des explications, probablement. Dernière question, François. Je voudrais revenir sur l'utilisation des polyéthylènes hautement réticulés dans la double mobilité. Je pense qu'il faut agir avec un peu de prudence. Le polyéthylène hautement réticulé a des propriétés intéressantes dans l'usure concentrique. En revanche, pour ce qui concerne l'usure en fatigue, les choses sont un petit peu moins simples, y compris avec des polyéthylènes non soumis à des traitements, mais plus dopés à la vitamine. Donc le fonctionnement de la double mobilité induit un travail en fatigue plus important qu'un polyéthylène conventionnel. Et je pense que les résultats très encourageants qu'on obtient maintenant avec les doubles mobilités modernes, avec des polyéthylènes classiques, et avec les modes de fixation des implants, je parle de la partie métallique qui est maintenant parfaitement fiable, pousse peut-être effectivement à aller au-delà avec les polyéthylènes hautement réticulés, mais à agir avec circonspection. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Très bien. Philippe Pernitou. Oui, Philippe PS. Vas-y, Daniel. Je ferai juste une remarque. On pense toujours que c'est la qualité de la prothèse qui fera l'avenir. Je n'en suis pas certain. Je pense qu'on est dans un monde qui bouge et qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a que sans doute une petite portion, pas plus d'un dixième de l'humanité qui a accès à la chirurgie prothétique et qu'il reste 9 dixièmes de l'humanité qui n'a pas accès à la chirurgie prothétique, pour lequel il va falloir développer pour des chirurgiens peu expérimentés, qui ne font pas beaucoup de prothèses, des implants qui permettent d'éviter les complications immédiates. Et si on se place dans cette situation, la double mobilité répond en partie à cette question. Et il ne faut pas oublier qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, les constructeurs automobiles étaient capables de faire des moteurs qui faisaient 1 million de kilomètres comme les Rolls-Royce, les Doudou Bouton. Après la Deuxième Guerre mondiale, il s'agissait de faire des voitures pour tout le monde, pas chères, mais qui ne duraient pas aussi longtemps. Mais il faut bien un peu, je dirais, il ne faut pas oublier qu'on est quand même, le monde est un monde qui bouge et qu'on estime tous qu'il faut la meilleure prothèse pour le meilleur chirurgien. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment. Tu as raison, Philippe. On ne peut pas non plus les faire développer une prothèse. Autant on dit c'est bien, ça ne va pas succès pendant 3 ans, mais après on s'en fout. C'est pas possible, même pour l'Afrique noire. Non, ça je suis pas d'accord. Non, mais on est à 10 ans maintenant. T'as raison, mais on ne peut pas dire qu'on fait quelque chose, il faut qu'il n'y ait pas de complications précoces. Et après, bah tant pis. Non, c'est pas. On imagine la situation actuelle, ce n'est pas forcément la situation. Mais voilà, je pense que c'est deux problèmes qui vont continuer d'exister de façon parallèle. Merci à vous.